est déjà branché, bonjour et bienvenue dans votre émission ELA, Entrepreneuriat et leader de l'Afrique. Moi, c'est Ali Marat, votre présentatrice. Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons recevoir M. André Moulage, retraité de la banque, un ancien cadre du PME. Et voilà, nous sommes déjà avec M. André Moulage. Bonjour M. Moulage. Bonjour madame. Comment vous allez? Bien portant, merci. Comment se passe votre retraite? On essaie de s'accommoder. Ça fait déjà combien de temps que vous avez eu votre retraite? Bon, plus ou moins une année déjà. Ah bon? Ouais. J'étais à la tête d'un département à la BCDC. Et parlez-nous un peu de votre parcours professionnel. Eh bien, parcours professionnel, je suis engagé à la Banque commerciale du Congo. À l'époque, Banque commerciale zaïroise en 1986, le 2 juillet. Curieusement, ça coïncidait avec la date de ma naissance. Donc j'ai signé mon contrat avec la banque le jour de mon anniversaire. Et puis après ça, il y avait ce qu'on appelait le stage court qui durait 6 mois. Et puis le stage long qui durait 2 ans. Le stage court, c'est-à-dire l'essai, suivant le code du travail, de 3 mois fois 2. Après les 6 mois, vous êtes confirmé stagiaire universitaire. Et après ces 6 mois, vous devez maintenant apprendre, connaître la banque dans toutes ses ramifications, en passant dans tous les services de la banque. Et durant cette période, on vous envoie à l'intérieur, suivant le cursus qui a déjà été arrêté en fonction des résultats de vos tests. On sait que vous allez devenir, par exemple, chef de département, mais on vous envoie dans une agence qui regorge les services qui pourraient servir plus tard au département au niveau du siège. Alors moi, j'ai été envoyé à Goma pour faire mon stage. J'ai fait là-bas une année 9 mois, une année 6 mois. Et le 19 mars 1989, je suis rentré à Kinshasa, nommé adjoint au chef d'agence. À l'époque, on appelait ça adjoint au gérant. Je suis rentré à Goma. J'ai fait 5 mois comme adjoint au gérant. On m'a envoyé à Kisangani remplacer un collègue qui avait connu des problèmes et qui a été révoqué. J'ai fait 10 mois à Kisangani. J'ai été nommé gérant. Et gérant, donc je devenais gérant des succursales. J'ai été muté à Ouvira. Puis j'ai été envoyé à Beni au Nord Kivu. Au Nord Kivu, j'ai fait plus ou moins 16 ans. Et puis, comme gérant responsable, donc j'ai connu toutes les rébellions qui sont passées par là. Et ensuite, je suis allé à Kananga, au Kassai occidental. J'ai fait 5 ans comme chef d'agence. Et ensuite, en dernier ressort, je suis rentré à Kinshasa le 19 mai 2013 pour occuper respectivement les fonctions de retail manager d'abord, ensuite PME manager, et puis adjoint au chef de département PME. Et ensuite, j'ai dirigé ce département après la démission de mon titulaire. J'ai dirigé ce département durant 2 ans. Et puis, en faveur des modifications qui intervenaient au niveau de la direction, j'ai été chargé des PME de Kinshasa seulement, jusqu'à ma retraite, qui est intervenue le 31 juillet 2021. En parlant du PME, c'est quoi le PME? PME, à définir ça littéralement, ça s'appelle petite et moyenne entreprise ou petite et moyenne industrie. Voilà, c'est littéralement la définition de petite et moyenne entreprise ou petite et moyenne industrie. Ok, retenons que le PME, c'est une petite et moyenne entreprise. Voilà.
Comment créer sa propre entreprise? Créer sa propre entreprise En RDC, oui. Au Congo, il y a une législation très abondante là-dessus. Mais je sais que les entreprises qui naissent au Congo commencent toujours par l'informel. Mais pour être reconnu par l'État que vous êtes une petite et moyenne entreprise, il faut nécessairement déjà, se faire enregistrer au niveau du fisc, deux, avoir son numéro de registre de commerce qui est devenu le registre de commerce et de registre de commercial et de crédit immobilier suivant la législation de l'OADA, RCCM, et en même temps l'identification nationale au niveau de l'économie nationale. Vous avez un numéro du fisc, vous avez un numéro de registre de commerce et de crédit immobilier, vous avez un numéro d'identification nationale au niveau de l'économie nationale. Donc là, vous êtes identifié sur le plan strictement national, vous êtes connu comme une petite et moyenne entreprise. Mais il y a des secteurs, il y a des subdivisions suivant la hauteur du capital, suivant le niveau des revenus que vous réalisez, ce qu'on appelle le chiffre d'affaires, et on peut appeler ça soit des entreprises individuelles ou des entreprises à capitaux diversifiés. Capitaux diversifiés, c'est-à-dire il y a plusieurs associés. Voilà. À ce moment-là, ça devient une société et il y a toute une législation là-dessus pour devenir une société. Vous pouvez nous donner des caractéristiques de la PME? Bon, au Congo, les caractéristiques des petites et moyennes entreprises, parce que généralement, ce que nous voyons là-bas, ce sont des entreprises individuelles, familiales. Familiales. Une maman qui a excellé dans le commerce, n'est-ce pas? Qui a excellé dans le commerce. Il y en a des grandes femmes d'affaires qui ont excellé dans les affaires et elles sont dans le carburant, elles sont dans l'importation des vivres, elles sont dans l'importation des produits manufacturés. Mais on les classe suivant une certaine nomenclature, n'est-ce pas? Oui. Pour être appelé petite et moyenne entreprise, il faut avoir par exemple un minimum de 5 personnes à charge, 5 agents à charge, minimum. De 2, il faut avoir un chiffre d'affaires, c'est-à-dire savoir vendre au minimum par exemple au-delà de $10 000. N'est-ce pas? Quand ça commence de 10 000 à 5 millions de dollars comme chiffre d'affaires, comme revenu que vous tirez de votre activité, alors on peut appeler ça une PME. Ok? Petite et moyenne entreprise. Au-delà de 5 millions de dollars de chiffre d'affaires, vous êtes déjà dans les grandes affaires qu'on appelle corporate. Ok? Et ça, c'est la subdivision au niveau de 1. Des gens à charge, c'est-à-dire les employés. Vous devez avoir un minimum de 5. Le reste, ce sont des mini, on appelle ça comment? Small, des petites entreprises, pratiquement familiales. Quand vous faites un chiffre d'affaires inférieur à $10 000 par an, vous êtes dans les catégories des plus petites. Vous n'êtes pas une petite et moyenne entreprise. Voilà. Cela a déjà fait la différence entre une grande et une petite entreprise. Exact. Dites-nous un peu, M. Moulage, est-ce que les gens arrivent-ils à améliorer leurs conditions de vie avec la PME? Bon, améliorer leurs conditions de vie, ça dépend du secteur d'activité dans lequel ils se sont jetés. Et il n'y a que eux seuls qui peuvent dire si ça améliore ou pas. Mais en général, ce que nous voyons, les gens ne savent pas comme tel dire ou non si ça améliore leurs conditions de vie. Pourquoi? D'abord, ils ne sont pas pour la plupart des entreprises structurées. C'est-à-dire, vous trouvez dans une organisation un comptable, vous trouvez un administratif, un secrétaire ou une secrétaire,
Et puis, non, ce sont des entreprises one-man show, comme on le dit. Oui. C'est-à-dire, la personne qui dirige l'entreprise fait presque tout. Ainsi que pour la plupart des petites et moyennes entreprises au Congo, il suffit que le leader meure, tout tombe. Ok. L'entreprise va en faillite. Voilà, Oui, oui. tout tombe. Mais il y a des petites et moyennes entreprises qui sont structurées avec tout ce qu'il y a et avec les associés qui ont des statuts, ils ont tout ce qu'il faut pour les règlements d'ordre intérieur ou quelque chose comme ça, ou du genre Assemblée générale. Eh bien, ils savent, ils ont des mécanismes pour se remplacer. Ouais. Celles-là, généralement, quand elles savent canaliser les recettes comme il se doit, quand elles savent suivre les opérations au jour le jour, quand elles savent suivre l'évolution du marché dans le secteur d'activité dans lequel ils se sont engagés, eh bien, ces entreprises-là améliorent leurs conditions de vie. Ok. Comme ces derniers temps, on parle plus de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui fait que l'entrepreneuriat est aussi populaire dans notre secteur? Bon, au Congo, en RDC, l'entrepreneuriat tel que nous le vivons, on peut appeler ça de la débrouille. Oui. Et la débrouille est la conséquence directe du manque de structures, sociétés dans le pays qui peuvent orienter les gens dans tel ou tel autre secteur d'activité, dans tel autre secteur d'activité. Je prends un exemple. Oui. La plupart des étudiants qui terminent les études actuellement, vous les verrez sur la route avec des kiosques. Sur les kiosques, en train de vendre des unités, en train de charger les unités. Ou alors il achète une moto, par hasard, qu'il met sur la route pour faire le transport. Ça, on peut appeler ça, on n'appelle pas ça de l'entrepreneuriat, on appelle ça de la débrouille. L'entrepreneur au sens schumpeterien du terme, quand on parle de Schumpeter, c'est-à-dire l'entrepreneur, c'est la personne qui, au-delà des études, il a su identifier un besoin dans la population. Et que ce besoin nécessite un investissement. Il peut partir de rien. Mais avec ce rien, il a identifié le besoin de la population. La population cible, c'est-à-dire le marché cible. Il l'a fait et il respecte la législation et il démarre. C'est ça l'entrepreneuriat. Mais au Congo, tous ces gens que nous voyons sur le terrain, ça a beaucoup de succès, comme vous dites, parce que tout simplement, tous ces étudiants, ils savent pas où aller. Alors, ils sont obligés de se débrouiller. Ils sont en train de chercher comment s'épanouir. La faute, c'est d'abord le système de l'enseignement qui est mal pensé, qui n'a pas été adapté aux besoins et à l'évolution du pays. Nous avons hérité d'un enseignement qui est tout à fait de la colonisation. On nous a appris à enregistrer les théories qui ont été produites par d'autres hommes de science, généralement de l'Occident. Mais on ne nous a pas appris comment réfléchir sur un domaine bien précis et produire une activité qui peut venir de ce domaine. On ne nous a pas appris ça. Alors que dans le système anglo-saxon, on forme effectivement des entrepreneurs. On forme les gens qui peuvent produire quelque chose. Et c'est comme ça que, par exemple, en Angleterre, aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, on ne reste pas dans un seul boulot. La compétitivité d'un agent ou d'une personne se mesure au nombre d'emplois auxquels il a eu accès. Les gens vivent à travers des jobs. Voilà. Mais sinon, eux créent. Ils créent les choses à leur niveau. C'est ça les schumpeteriens. Ok? Et regardez même certains Congolais qui évoluent de ce côté-là. Vous trouverez des Congolais qui ont leurs propres entreprises. Nous prenons le cas de ce Congolais qui a inventé le smartphone. Okapi. Okapi, voilà. Comprenez?
Il n'a pas étudié pour aller travailler quelque part. Oui, c'est un jeune à féliciter vraiment. Vous comprenez? Oui. Il n'a pas étudié pour aller travailler quelque part. Il a étudié pour produire lui-même. Donc, ils ont développé plus des réflexes de l'économie de l'offre, pas une économie de demande. Oui. Donc, il faut produire plus à partir de ces études, faire quelque chose qui puisse améliorer l'offre. Et ça, c'est Friedman qui est à la base de cette théorie. Et les Américains ont bien accepté. L'économie américaine a beaucoup évolué dans le sens positif du temps du président Reagan. C'est parce que lui, quand il est arrivé, il a dit non, on ne peut pas faire évoluer l'économie en tablant sur la demande. Non, on va tabler sur l'offre. Produire plus pour que l'offre soit abondante. Par rapport à la demande, eh bien, les prix vont chuter d'eux-mêmes. Donc, voilà. En parlant de ce jeune qui a conçu ce téléphone au Capi, ce jeune n'a pas vraiment reçu l'appui du gouvernement. Bon, le gouvernement ne peut intervenir dans ce secteur qui est tout à fait un secteur privé que lorsque la personne a manifesté le besoin. Ça, c'est un. Parce que quand vous inventez une histoire comme un smartphone, c'est une histoire de consommation massive, n'est-ce pas? C'est un produit congolais. Exactement, c'est un produit congolais. Mais quand vous demandez déjà l'appui du gouvernement, ça risque de perdre le caractère privé. Oui. OK? Tout ce qu'il peut demander, c'est peut-être se tourner vers les banques locales pour dire, écoutez, si je dois produire il doit chercher les bailleurs de fonds. Il faut demander que les bailleurs de fonds vous financent. Et là, il faut maintenant étudier le marché. Est-ce que vous êtes seul sur le marché? Et là, c'est un problème. Il faut évaluer maintenant les besoins. Quand vous allez évaluer vos propres besoins, vous demandez l'argent, vous financez la production de ces smartphones, vous devez les vendre. Vous devez identifier les points de vente et voir ce que vous allez tirer de là comme revenu pour rembourser le crédit que vous avez emprunté auprès de la banque. Donc lui, un monsieur à féliciter, n'a pas demandé de l'appui du gouvernement. S'il peut demander des appuis, c'est du côté de la chaîne de production. Demander des conditions de faveur ou des exonérations fiscales pour les matières qu'il pourra importer, s'il doit recourir à ces matières de l'extérieur, ou si ce sont des matières locales, il doit bénéficier des avantages fiscaux qui peuvent lui permettre à ce que la production soit faite à des coûts inférieurs. Il n'est pas le seul parce que je fais des recherches. Il y a aussi un jeune qui a conçu une application Beta Masolo qui équivaut à WhatsApp. Par exemple. Mais j'ai un regret à connaître que les Congolais n'utilisent pas cette application. Mais pourtant, c'est une application congolaise. Exactement, c'est un problème de complexe aussi. Les Congolais sont très complexés par rapport à ce qui est consommé et ce qui est produit localement. Pour eux, quand c'est un Congolais qui produit, ça doit être de mauvaise qualité. C'est un problème mental. C'est un problème aussi de ce que nous avons hérité de la colonisation. Parce qu'on nous dit, vous êtes inférieur, donc vous ne pouvez pas produire quelque chose de valeur. Et nous avons enregistré ça dans notre subconscient. De telle sorte que tout ce que nous devons consommer et qui soit de haute qualité ne doit venir que de l'extérieur. Prenez le cas. Un Congolais qui utilise l'eau du Congo et la met dans des conditions telles qu'il peut commencer à vendre. S'il ne met pas que c'est du Canadien, que ça vient du Canada, personne n'achète. OK? Et on peut même croire que c'est de la mauvaise qualité. Mais ces bouteilles-là que nous prenons des Canadiens, de ceci, tout ça, mais ça vient, c'est de l'eau congolaise qu'on a simplement purifiée et puis on a mis dans les conditions, tout ça. OK? Donc c'est un problème mental. Et de deux, est-ce que cette application est couverte par la loi? Parce que c'est quelque chose qui est comme un brevet. Dans l'invention. Il doit se présenter au ministère de la Culture, faire aussi du marketing. C'est ça aussi le problème, M. Moulay. Voilà. Tu vois, un jeune qui n'a pas de financement, il veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il s'est dit qu'il puisse d'abord commencer et puis il va régulariser avec l'État juste après. Parce que c'est manque de financement. C'est à cause de cela. C'est un problème effectivement du système bancaire. Le
système de banque congolaise est très contraignant. Oui. Pour accéder au crédit, il faut avoir des garanties solides. Oui. Et ces garanties solides, pour un jeune entrepreneur qui n'a pas ces garanties, qui n'a pas un immeuble, qui n'a pas un compte en banque qu'il peut nantir, eh ben, c'est normal qu'il n'y accède pas. Et c'est là qu'intervient l'État avec des fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises. Il y a tout un ministère pour ça. Oui. N'est-ce pas? Oui, oui. Il y a tout un ministère pour ça. S'il peut se présenter au ministère pour dire, moi je suis une petite et moyenne entreprise, voici ce que j'ai fait. J'ai besoin d'un financement, par exemple avec l'État, les fonds de genre subvention, subventionner mon travail, et quand je vais prendre de l'allure, je sais toujours rembourser. Regardez l'enseignement aux États-Unis, c'est un enseignement élitiste. Ce n'est pas un enseignement de masse. Vous voulez étudier, c'est-à-dire vous voulez sortir du lot, eh bien achetez. Et c'est cher. Oui, les études n'est-ce pas? Cher aux c'est cher. Oui, oui. Mais vous voulez faire comme tout le monde, alors n'étudiez pas. Bien sûr, il y a des écoles publiques où tout le monde peut étudier à vil prix. Mais l'État vous prête l'argent. L'État vous prête l'argent, vous achetez les cours, vous étudiez, et à la fin, quand vous avez terminé, vous devez produire et rembourser le crédit de l'État. Oui. OK? Oui. Avec la gratuité de l'enseignement, au niveau inférieur, ça va. Mais quand ça arrive au niveau secondaire ou au niveau universitaire, et que si l'État parvenait à assurer la gratuité de l'enseignement, eh bien, ces gens doivent rembourser l'argent de l'État. C'est ce qui s'était passé avec Barack Obama. Bah, il était déjà à la présidence, mais il payait son crédit. Il payait son crédit. Oui, oui. Donc, voilà. Donc, ce sont des choses qu'au Congo, nous ne pouvons pas encore y réfléchir parce que nous sommes dans un pays où les 90% de la population est inculte. Donc nous cherchons à ce qu'ils apprennent. Ok, M. Moulage. Voilà. Que dire aux jeunes qui excellent dans l'entrepreneuriat? Juste 2 ou 3 mots pour les encourager. Juste leur demander de persévérer. On ne se moque pas de celui qui a échoué. On se moque de celui qui n'a pas essayé. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et quand il tombe, l'essentiel, ce n'est pas toujours de réussir, c'est de savoir se relever. Quand vous tombez, il faut vous relever et recommencer. Oui. C'est ça la vie. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission d'aujourd'hui. Nous disons un grand merci à M. Moulage de nous avoir accordé de son temps et à Godé Olela qui était derrière la caméra. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Séparons-nous par cette rubrique portrait. Monsieur André Moulage, expert en petites et moyennes entreprises, né le 2 juillet 1956, originaire du Kasaï, marié et père de 5 enfants. Il est licencié en économie à l'UNIKIN de la promotion de 1985. Engagé à la Banque commerciale du Zaïre à l'époque, en 1986. Après plusieurs affectations à travers le province, M. Moulage retourne à Kinshasa en 2013 pour être affecté dans le département du petit et moyenne entreprise en étant directeur jusqu'à sa retraite, qui est intervenu en 2021. Des petites et moyennes entreprises, parce que généralement ce que nous voyons là-bas, ce sont des entreprises individuelles, familiales. Familiales. Une maman qui a excellé dans le commerce, n'est-ce pas? Qui a excellé dans le commerce. Il y en a des grandes femmes d'affaires qui ont excellé dans les affaires et elles sont dans le carburant, elles sont dans l'importation des vivres, elles sont dans l'importation des produits manufacturés. Mais on les classe suivant une certaine nomenclature, n'est-ce pas? Oui. Pour être appelé petite et moyenne entreprise, il faut avoir par exemple un minimum de 5 personnes à charge, 5 agents à charge, minimum. De 2, il faut avoir un chiffre d'affaires, c'est-à-dire savoir vendre au minimum par exemple au-delà de $10 000. N'est-ce pas? Quand ça commence de 10 000 à 5 millions de dollars comme chiffre d'affaires, comme revenu que vous tirez de votre activité, alors on peut appeler ça une PME. Ok?
petites et moyennes entreprises. Au-delà de 5 millions de dollars de chiffre d'affaires, vous êtes déjà dans les grandes affaires qu'on appelle corporate. OK? Et ça, c'est la subdivision au niveau de 1. Des gens à charge, c'est-à-dire les employés. Vous devez avoir un minimum de 5. Le reste, ce sont des mini, on appelle ça comment? Small, des petites entreprises, pratiquement familiales. Quand vous faites un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 dollars par an, vous êtes dans les catégories des plus petites. Vous n'êtes pas une petite et moyenne entreprise. Voilà. Cela a déjà fait la différence entre une grande et une petite entreprise. Exact. Est-ce que, dites-nous un peu, M. Moulage, est-ce que les gens arrivent-ils à améliorer leurs conditions de vie avec la PME? Bon, améliorer leurs conditions de vie, ça dépend du secteur d'activité dans lequel ils se sont jetés. Et il n'y a que eux seuls qui peuvent dire si ça améliore ou pas. Mais en général, ce que nous voyons, les gens ne savent pas comme tel dire ou non si ça améliore leurs conditions de vie. Pourquoi? D'abord, ils ne sont pas pour la plupart des entreprises structurées. C'est-à-dire, vous trouvez dans une organisation un comptable, vous trouvez un administratif, un secrétaire ou une secrétaire. Et puis, non, ce sont des entreprises one-man show, comme on le dit. Oui. C'est-à-dire, la personne qui dirige l'entreprise fait presque tout. C'est ainsi que pour la plupart des petites et moyennes entreprises au Congo, il suffit que le leader meure, tout tombe. Ok. L'entreprise va en faillite. Voilà, Oui. tout tombe. Mais il y a des petites et moyennes entreprises qui sont structurées avec tout ce qu'il y a et avec les associés, qui ont des statuts, ils ont tout ce qu'il faut pour les règlements d'ordre intérieur ou quelque chose comme ça, ou du genre assemblée générale. Eh bien, ils savent, ils ont des mécanismes pour se remplacer. Celles-là, généralement, quand elles savent canaliser les recettes comme il se doit, quand elles savent suivre les opérations au jour le jour, quand elles savent suivre l'évolution du marché dans le secteur d'activité dans lequel ils se sont engagés, eh bien, ces entreprises-là améliorent leurs conditions de vie. Ok. Comme ces derniers temps, on parle plus de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui fait que l'entrepreneuriat est aussi populaire dans notre secteur? Bon, au Congo, en RDC, l'entrepreneuriat tel que nous le vivons, on peut appeler ça de la débrouille. Oui. Et la débrouille est la conséquence directe du manque de structures, sociétés dans le pays qui peuvent orienter les gens dans tel ou tel autre secteur d'activité, dans tel autre secteur d'activité. Je prends un exemple. Oui. La plupart des étudiants qui terminent les études actuellement, vous les verrez sur la route avec des kiosques. Sur les kiosques, en train de vendre des unités, en train de charger les unités. Ou alors il achète une moto, par hasard, qu'il met sur la route pour faire le transport. Ça, on peut appeler ça, on n'appelle pas ça de l'entrepreneuriat, on appelle ça de la débrouille. L'entrepreneur au sens schumpeterien du terme, quand on parle de Schumpeter, c'est-à-dire l'entrepreneur, c'est la personne qui, au-delà des études, il a su identifier un besoin dans la population. Et que ce besoin nécessite un investissement. Il peut partir de rien. Mais avec ce rien, il a identifié le besoin de la population. La population cible, c'est-à-dire le marché cible. Il l'a fait et il respecte la législation et il démarre. C'est ça l'entrepreneuriat. Mais au Congo, tous ces gens que nous voyons sur le terrain, ça a beaucoup de succès, comme vous dites, parce que tout simplement, tous ces étudiants ne savent pas où aller. Alors, ils sont obligés de se débrouiller. Ils sont en train de chercher comment s'épanouir. La faute, c'est d'abord le système de l'enseignement qui est mal pensé, qui n'a pas été adapté aux besoins et à l'évolution du pays.
Nous avons hérité d'un enseignement qui est tout à fait de la colonisation. On nous a appris à enregistrer les théories qui ont été produites par d'autres hommes de science, généralement de l'Occident. Mais on ne nous a pas appris comment réfléchir sur un domaine bien précis et produire une activité qui peut venir de ce domaine. On ne nous a pas appris ça. Alors que dans le système anglo-saxon, on forme effectivement des entrepreneurs. On forme les gens qui peuvent produire quelque chose. Et c'est comme ça que, par exemple, en Angleterre, aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, on ne reste pas dans un seul boulot. Oui. La compétitivité d'un agent ou d'une personne se mesure au nombre d'emplois auxquels il a eu accès. Les gens vivent à travers des jobs. Voilà. Oui. Mais sinon, eux créent. Ils créent les choses à leur niveau. C'est ça les Schumpeteriens. Oui. Ok? Et regardez même certains Congolais qui évoluent de ce côté-là. Vous trouverez des Congolais qui ont leurs propres entreprises. Nous prenons le cas de ce Congolais qui a inventé le smartphone. Oui. Okapi. Okapi, voilà. Vous comprenez? Oui. Il n'a pas étudié pour aller travailler quelque part. Oui. C'est un jeune à féliciter, vraiment. Vous comprenez? Oui. Il n'a pas étudié pour aller travailler quelque part. Il a étudié pour produire lui-même. Donc, ils ont développé plus des réflexes de l'économie de l'offre, pas une économie de demande. Oui. Donc, il faut produire plus à partir de ces études, faire quelque chose qui puisse améliorer l'offre. Et ça, c'est Friedman qui est à la base de cette théorie. Oui. Et les Américains ont bien accepté. L'économie américaine a beaucoup évolué dans le sens positif du temps du président Reagan. C'est parce que lui, quand il est arrivé, il a dit non, on ne peut pas faire évoluer l'économie en tablant sur la demande. Non, on va tabler sur l'offre. Produire plus pour que l'offre soit abondante. Par rapport à la demande, les prix vont chuter d'eux-mêmes. Oui. Voilà. En parlant de ce jeune qui a conçu ce téléphone Okapi, ce jeune n'a pas vraiment reçu l'appui du gouvernement. Bon, le gouvernement ne peut intervenir dans ce secteur qui est tout à fait un secteur privé que lorsque la personne a manifesté le besoin. Ça, c'est un. Parce que quand vous inventez une histoire comme un smartphone, c'est une histoire de consommation massive, n'est-ce pas? C'est un produit congolais. Exactement, c'est un produit congolais. Mais quand vous demandez déjà l'appui du gouvernement, ça risque de perdre le caractère privé. Oui. Ok? Tout ce qu'il peut demander, c'est peut-être se tourner vers les banques locales pour dire, écoutez, si je dois produire il va chercher les bailleurs de fonds. Il faut demander que les bailleurs de fonds vous financent. Et là, il faut maintenant étudier le marché. Est-ce que vous êtes seul sur le marché? Et là, c'est un problème. Il faut évaluer maintenant les besoins. Quand vous allez évaluer vos propres besoins, vous demandez l'argent, vous financez la production de ces smartphones, vous devez les vendre. Vous devez identifier le point de vente et voir ce que vous allez tirer de là comme revenu pour rembourser le crédit que vous avez emprunté auprès de la banque. Donc lui, un monsieur à féliciter, n'a pas demandé de l'appui du gouvernement. S'il peut demander des appuis, c'est du côté de la chaîne de production. Demander des conditions de faveur ou des exonérations fiscales pour les matières qu'il pourra importer, s'il doit recourir à ces matières de l'extérieur, ou si ce sont des matières locales, il doit bénéficier des avantages fiscaux qui peuvent lui permettre à ce que la production soit faite à des coûts inférieurs. Il n'est pas le seul parce que je fais des recherches. Il y a aussi un jeune qui a conçu une application Beta Masolo qui équivaut à WhatsApp. Par exemple. Mais j'ai un regret à connaître que les Congolais n'utilisent pas cette application. Mais pourtant, c'est une application congolaise. Exactement, c'est un problème de complexe aussi. Les Congolais sont très complexés par rapport à ce qui est consommé et ce qui est produit localement. Pour eux, quand c'est un Congolais qui produit, ça doit être de mauvaise qualité. C'est un problème mental. C'est un problème aussi de ce que nous avons hérité de la colonisation.
Parce qu'on nous dit, vous êtes inférieur, donc vous ne pouvez pas produire quelque chose de valeur. Et nous avons enregistré ça dans notre subconscient. De telle sorte que tout ce que nous devons consommer et qui soit de haute qualité ne doit venir que de l'extérieur. Prenons le cas. Un Congolais qui utilise l'eau du Congo et la met dans des conditions telles qu'il peut commencer à vendre. S'il ne met pas que c'est du Canadien, que ça vient du Canada, personne n'achète. Oui. Ok? Oui. Et on peut même croire que c'est de la mauvaise qualité. Oui. Mais ces bouteilles-là que nous prenons des Canadiens, de ceci, tout ça, mais ça vient, c'est de l'eau congolaise qu'on a simplement purifiée et puis on a mis dans les conditions, tout ça. Ok? Donc c'est un problème mental. Et de deux, est-ce que cette application est couverte par la loi? Parce que c'est quelque chose qui est comme un brevet. Brevet dans l'invention. Il doit se présenter au ministère de la Culture, faire aussi du marketing. C'est ça aussi le problème, M. Moulage. Voilà. Tu vois, un jeune qui n'a pas de financement, il veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il s'est dit qu'il puisse d'abord commencer et puis il va régulariser avec l'État juste après. Parce que c'est manque de financement. C'est à cause de cela. C'est un problème effectivement de système bancaire. Le système de banque congolaise et le système banque congolaise est très contraignant. Pour accéder au crédit, il faut avoir des garanties solides. Et ces garanties solides, pour un jeune entrepreneur qui n'a pas ces garanties, qui n'a pas un immeuble, qui n'a pas un compte en banque qu'il peut nantir, c'est normal qu'il n'y accède pas. Et c'est là qu'intervient l'État avec des fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises. Il y a tout un ministère pour ça. N'est-ce pas? Il y a tout un ministère pour ça. S'il peut se présenter au ministère pour dire, moi je suis une petite et moyenne entreprise, voici ce que j'ai fait. J'ai besoin d'un financement, par exemple avec l'État, les fonds de déjà subventionner mon travail, et quand je vais prendre de l'allure, je sais toujours rembourser. Regardez l'enseignement aux États-Unis, c'est un enseignement élitiste. Ce n'est pas un enseignement de masse. Vous voulez étudier, c'est-à-dire vous voulez sortir du lot. Eh bien, achetez. Et c'est cher. N'est-ce pas? C'est cher. Mais vous voulez faire comme tout le monde. Alors n'étudiez pas. Bien sûr, il y a des écoles publiques où tout le monde peut étudier à vil prix. Mais l'État vous prête l'argent. L'État vous prête l'argent, vous achetez les cours, vous étudiez, et à la fin, quand vous avez terminé, vous devez produire et rembourser le crédit de l'État. Ok? Avec la gratuité de l'enseignement, au niveau inférieur, ça va. Mais quand ça arrive au niveau secondaire ou au niveau universitaire, et que si l'État parvenait à assurer la gratuité de l'enseignement, eh bien, ces gens doivent rembourser l'argent de l'État. C'est ce qui s'était passé avec Barack Obama. Il était déjà à la présidence, mais il payait son crédit. Il payait son crédit. Donc, voilà. Donc, ce sont des choses qu'au Congo, nous ne pouvons pas encore y réfléchir parce que nous sommes dans un pays où les 90% de la population est inculte. Donc, nous cherchons à ce qu'ils apprennent. Ok, M. Moulage. Voilà. Que dire aux jeunes qui excellent dans l'entrepreneuriat? Juste 2 ou 3 mots pour les encourager. Juste leur demander de persévérer. On ne se moque pas de celui qui a échoué. On se moque de celui qui n'a pas essayé. N'est-ce pas? Et quand il tombe, l'essentiel, ce n'est pas toujours de réussir, c'est de savoir se relever. Quand vous tombez, il faut vous relever et recommencer. C'est ça la vie. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission d'aujourd'hui. Nous disons un grand merci à M. Moulage de nous avoir accordé de son temps et à Godé Olela qui était derrière la caméra. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Séparons-nous par cette rubrique portrait. Monsieur André Moulage, expert en petites et moyennes entreprises, né le 2 juillet 1956, originaire du Kasaï, marié et père de 5 enfants. Il est licencié en économie à l'UNIKIN de la promotion de 1985. Engagé à la Banque commerciale du Zaïre à l'époque, en 1986. Après plusieurs affectations à travers le province, M. Moulage retourne à Kinshasa en 2013
pour être affecté dans le département du petit et moyenne entreprise en étant directeur jusqu'à sa retraite, qui est intervenu en 2021.